Le 9 et 10 septembre va s'ouvrir le sommet du G20 qui a lieu à New Delhi, donc c'est le Premier ministre Modi qui sera l'hôte de ce sommet dans un contexte international qui est très largement troublé. Invité cette édition, le Bangladesh, les Comores qui président actuellement l'Union africaine, l'Égypte au titre de la présidence du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, Maurice, Nigeria, Oman, Singapour, les Émirats arabes unis et les Pays-Bas. Qu'est-ce que le G20? Eh bien, comme son nom l'indique pas, c'est la réunion des 19 pays les plus importants d'un point de vue économique, avec comme 20e l'Union européenne. Il est présenté au niveau des chefs d'État et de gouvernement, avec également les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales. On y retrouve l'Australie, la Russie, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Allemagne, la France, l'Union européenne, la Turquie, l'Arabie saoudite, l'Indonésie, l'Inde, la Corée du Sud, le Japon, la Chine, le Brésil, l'Argentine, les États-Unis, le Mexique, le Canada et l'Afrique du Sud. Bien qu'elle fasse partie des 20 premières puissances économiques mondiales, l'Espagne n'est pas officiellement membre du G20, mais elle est invitée permanente. Sont également invitées des instances internationales comme les Nations Unies, mais également l'Union africaine, l'OMS ou l'OMC. La première apparition de ce groupe, qui va devenir le G20, date de 1999. Dans un contexte de crise économique successive, Paul Martin, ministre canadien des Finances, invite quelques-uns de ses homologues étrangers pour faire face à ces crises et gérer en commun les défis qui se posent aux économies des plus grands pays du monde. Les prémices de l'actuel G20 se retrouvent également en 2004 lorsque Jacques Chirac, qui veut se réconcilier avec les États-Unis après son refus de la guerre d'Irak, doit héberger le G8 et pense inviter d'autres grands pays hors G8 pour éviter un tête-à-tête un peu trop pesant entre Paris et Washington et donner un côté un peu plus multilatéral au G8. Mais c'est surtout en 2008 que le G20 va commencer à s'institutionnaliser. Le monde est frappé par une très grave crise économique. Nicolas Sarkozy et Gordon Brown réunissent des chefs d'État du G20 pour faire front commun face à la crise et éviter des réponses nationales qui l'auraient aggravée et qui auraient pu emporter l'ensemble du système économique. Nicolas Sarkozy dit qu'il ne faut pas moins repenser le système financier et refonder un nouveau Bretton Woods. À partir de là, on peut dire que même si le G20 n'a pas empêché la crise, même s'il ne l'a pas entièrement résolue, il a au moins empêché qu'elle ne se répande, qu'elle ne s'approfondisse, et il a permis de sauver l'essentiel. À partir de ce moment-là, c'est devenu un rendez-vous régulier, un sommet annuel. Le système est simple, un peu à l'image du G8 ou du G7, il s'organise autour d'une présidence tournante. Il y a un sommet annuel qui est hébergé chaque année par l'un des pays membres de ce club, un peu plus élargi bien sûr que le G7. D'autant plus que le G7 est le club des pays occidentaux, on y intègre le Japon occidental au terme stratégique du terme. Le G20 est censé être plus représentatif de la diversité du monde. Ce n'est pas l'ONU parce que certains pays ne sont pas représentés, mais ce n'est pas non plus le seul club des pays riches ou les pays occidentaux comme le G7. Et surtout depuis que le G8, après l'annexion de la Crimée par la Russie, est redevenu ce G7 en 2014. Souvent on accuse le G20 d'être un directoire mondial ou parfois on l'accuse d'être tout à fait inefficace ou incompétent. Ce n'est ni l'un ni l'autre. Ce n'est pas le G20 qui détermine la politique mondiale, mais il n'est pas non plus totalement inutile pour répondre à la crise. C'est un cadre de consultation entre des pays différents qui n'ont pas les mêmes valeurs, qui n'ont pas les mêmes systèmes politiques, mais qui sont les pays qui comptent le plus d'un point de vue économique et financier à l'échelle planétaire. Pour beaucoup, le G20 se substitue ou répond à la crise du G7 trop étroit pour diriger le monde comme il l'a fait ou comme il a semblé vouloir le faire dans les années 80-90. La montée en puissance du G20 comparativement au G7 correspond à l'émergence, à la montée en puissance des pays du Sud et notamment des BRICS et d'autres pays qui, sans appartenir au club des BRICS, qui vient de s'élargir, sont des pays émergents qui s'affirment de plus en plus sur la scène internationale. Ce phénomène correspond effectivement à la perte du monopole de la puissance du monde occidental étroitement lié au G7. Les économies des pays membres du G20 correspondent à 80% de l'économie mondiale et 75% du commerce international, c'est dire le poids de ces 20 pays sur les 193 membres de l'ONU. Ce sont les pays les plus importants d'un point de vue économique, mais l'évolution économique est devenue remettre en cause cela. Des pays comme le Vietnam, la Thaïlande pourraient légitimement y participer. Le PIB du Nigeria est désormais supérieur à celui de l'Afrique du Sud, sans que ces trois pays soient pourtant membres du G20. En Amérique latine, le Chili ou la Colombie pourraient également légitimement demander d'être représentés dans cette instance. L'Argentine n'est plus aujourd'hui que le 26e pays mondial et ces difficultés ne vont pas arranger les choses. L'Afrique du Sud se situe pour sa part au 32e rang.
Mais en même temps, le G20 est un club où on ne peut pas faire comme dans une compétition sportive, avec montée et relégation. Et donc même s'il y a des changements dans le classement de l'économie mondiale, ce sont des pays qui ont des responsabilités mondiales et qui sont censés être représentatifs. On peut cependant déplorer une sous-représentation de l'Afrique, souvent dénoncée par les différents responsables politiques africains. C'est un peu en compensation que l'Union africaine participe aux travaux du G20. Ce phénomène correspond effectivement à la perte du monopole de la puissance du monde occidental étroitement lié au G7. Les pays membres du G20 représentent d'ailleurs également 75% des émissions des gaz à effet de serre. Ils sont souvent critiqués pour une action insuffisante pour lutter contre le réchauffement climatique. Et pour cette raison, donc, il est soumis à l'ensemble des critiques. Il y a des manifestations qui viennent contester, et on sait maintenant que tout sommet international fait l'objet, notamment de la part des ONG, des sociétés civiles, de contestation. Alors cette année, il y aura 2 absents de marque, Xi Jinping et Poutine. Pourtant, l'Inde n'est pas membre de la Cour pénale internationale et Poutine n'avait pas les mêmes craintes à avoir sur une éventuelle inculpation qu'en Afrique du Sud. Mais très certainement qu'il estime qu'il est plus utile pour lui-même de rester à Moscou, où son pouvoir n'est pas aussi assuré que cela. Pour Xi Jinping, c'est bien sûr peut-être qu'il n'a pas voulu que le succès de Modi soit complet. Pour cette raison, il se nomme un peu. Peut-être aussi qu'il dit que finalement, l'instance qui compte maintenant, c'est les BRICS, qui se sont élargis à 6 pays. Et comme l'a fait remarquer Emmanuel Macron devant la conférence des ambassadeurs la semaine dernière, il y a plein de pays qui sont candidats aux BRICS, il n'y a pas de pays candidats au G20. Et donc la montée en puissance des BRICS vient un peu éclipser les G20, qui lui-même avait éclipsé le G7. Donc il y a en fait une redistribution générale des cartes, BRICS, G20, G7. Aucun de ces clubs n'est maître du monde, mais aucun n'est inutile. On n'est pas en trop grande abondance de moyens de règlement diplomatique. En tous les cas, c'est peut-être une erreur de la part de Xi Jinping de ne pas venir, parce que du coup, il ne sera pas remarqué. Et la politique de la chaise vide, quand elle est choisie, qu'elle n'est pas par contrainte, n'est pas généralement gagnante. Et peut-être qu'il regrettera de ne pas s'être rendu à ce sommet, puisqu'il va laisser Joe Biden et bien sûr Narendra Modi avoir la prééminence dans ce sommet.